Bonsoir, je m'appelle Laurent Michaud, je travaille à l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe, c'est un cabinet d'études et de conseil. Et en ce vendredi soir, avant le week-end, je vais vous parler un peu chiffres, ce qui devrait faire une bonne entrée en matière pour un samedi de repos. On va parler du marché des technologies immersives, enjeux, perspectives dans le divertissement. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur quelques éléments chiffrés qui montrent l'évolution des ventes de casques depuis 2016, avec un engouement, certains en tout cas une bonne dynamique dès 2016, qui s'est pas nécessairement confirmée en 2017, il y a une stabilité des ventes, et puis contre toute attente, une baisse en 2018. On s'attend désormais à un renouveau de la croissance, à un rebond qui vient avec une nouvelle génération de casques, notamment des casques qui ont des caractéristiques assez intéressantes pour les utilisateurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette défaillance de marché ? Sans doute une question de prix, comme vous le savez, les casques ne sont pas nécessairement à la portée de toutes les bourses. Le câble, l'accessoirisation, le confort, y compris le confort à domicile, ne sont pas forcément au rendez-vous. Le câble nuit à la mobilité, l'accessoirisation n'est pas nécessairement simple pour tout un chacun. Le catalogue de jeux ou de contenus peut être considéré ou a pu être considéré comme insuffisant en volume et de qualité inégale. Le spectateur n'a pas été, de mon point de vue, suffisamment impliqué dans l'expérience, associé à l'expérience, pour qu'il puisse mieux s'engager à son tour une fois que son partenaire a terminé de jouer. Voilà. D'autres éléments sont également importants et notamment des éléments techniques. Alors, voilà, la résolution, le champ de vision, une certaine fatigue oculaire évidemment est au rendez-vous. Je pense que ma télécommande a un petit souci. C'est vrai, bien appuyé. Là, je pense que je suis en train d'enfoncer la télécommande, en fait. En attendant, vous voyez, on va faire comme ça. Voilà. Du coup, il y a eu pas mal d'effets déceptifs, finalement, et l'expérience visuelle, qui est tout à fait spectaculaire aux premiers abords, s'avère un petit peu décevante par la suite. Alors il s'est passé depuis pas mal de choses au niveau technologique et au niveau des contenus, et on a le sentiment que le premier semestre semble le montrer d'ailleurs, qu'il y a un nouvel engouement qui est en train de naître et qui est tout à fait bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors quelques chiffres encore sur ces évolutions, en tout cas ces 2 dernières années. La VR représente 61% du marché de la XR, en fait, de l'ensemble des technologies de réalité artificielle. Et le taux de croissance qui est enregistré pour la VR uniquement est de plus de 72% entre 2018 et 2019. Voilà ce qui est anticipé par le cabinet Superdata. Pour ce qui concerne l'AR, puisqu'elle rentre dans le champ de l'étude qu'on a menée, il y a en fait une accélération qui est attendue avec l'arrivée de lunettes qui sont annoncés avec des prix accessibles. Alors ça reste évidemment à démontrer. Aujourd'hui, l'AR est principalement portée par le téléphone mobile ou par les plateformes mobiles globalement.
Un petit focus sur les usages parce qu'une des révélations au cours de ces dernières années a été l'adoption de ces technologies, soit en AR, et en VR et parfois même un peu en réalité mixte, par en fait des salles d'attraction donc qui ont créé un segment de marché où on embarque ces technologies hors de la maison. Et c'est assez intéressant de faire un point sur ces offreurs, et je vous propose un point sur deux d'entre eux. Zero Latency, qui s'attaque au défi de la VR hors du domicile, et en mode free roaming et PVP, donc player versus player. On a perdu le signal encore. Vous avez beaucoup de télécommandes en stock, non? Donc Zero Latency est une initiative, un projet qui est né en 2014 et la première salle de cette franchise est née à Madrid et a été initiée par une société qui s'appelle Seven Fun. Donc c'est du hors domicile, c'est de l'itinérance libre, donc du free roaming. Ils ont équipé des grands espaces nus où les joueurs vont se mouvoir et ils ont pris le pari d'avoir 8 joueurs par espace pour faire donc ce PVP à l'image des laser games notamment ou autres jeux. Escape game d'ailleurs parfois. Quelques indicateurs assez intéressants sur la dynamique de cette offre. 550 000 parties cumulées en 2018. Je retiendrai principalement aujourd'hui comme indicateur que vous allez sans aucun doute garder en tête, c'est 29 salles d'arcade dans 18 pays. C'est la première franchise mondiale aujourd'hui dans le domaine de la VR. Leur jeu phare, c'est Soul Raiders. Il fait partie de la catégorie très demandée des jeux VR hors domicile en free roaming. PVP, donc, c'est 2 x 4 joueurs. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce type d'application, c'est finalement d'emporter la VR vers l'e-sport. Vous avez sans doute constaté avec Eva, une démonstration d'Eva sur le stand, que c'était un enjeu très très fort et ô combien intéressant à la fois pour la VR et pour l'e-sport, que de faire cette association de ces deux domaines qui se parlent d'ailleurs assez naturellement. Évidemment, la seconde salle qui est beaucoup plus connue, la seconde initiative qui est beaucoup plus connue, c'est The Void, qui se distingue en proposant des expériences sensorielles en VR issues de célèbres franchises, ce qui leur confère un avantage assez intéressant, finalement, puisque l'attraction des licences fait beaucoup pour le succès de The Void. Donc, il y a 11 salles aux USA. Il y a des salles également dans d'autres pays, donc dont le Canada, et puis dans d'autres pays asiatiques. Alors ils ont les franchises très percutantes, Star Wars, Ghostbusters, Jumanji, les Avengers, Ralph, bref, de quoi attirer les petits et les grands. Alors ils ont choisi des espaces plus petits, plus restreints, ils accueillent 2 personnes maximum. Et les joueurs, à la différence de Zero Latency, peuvent toucher leur environnement physique qui est reproduit dans le décor virtuel qui leur est proposé à l'intérieur du casque. Voilà. Donc c'est une expérience qui est née aux États-Unis, qui s'est principalement en fait développée aux États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 11 salles, c'est ça, aux États-Unis. Les enjeux, j'essaye. Oui, alors les enjeux pour que finalement la VR puisse continuer à se déployer et puisse même accélérer, vous le verrez tout à l'heure, c'est l'anticipation qu'on peut faire à l'IDAT sur l'évolution de ce phénomène. Il y a une question majeure sur la résolution de l'image, elle a progressé, mais on attend la 4K par œil d'ici 2020, et puis se profile à l'horizon évidemment des technologies de résolution plus performantes encore, et notamment la 8K. On attend avec le déploiement des casques, le développement des contenus, évidemment variés, grand public, jusque même à des contenus plus orientés gamers, e-sport, des contenus qui puissent être ubiquitaires. C'est pas une tendance fondamentale aujourd'hui, mais vous voyez que Stadia, par exemple, propose sans couture de passer d'un terminal de jeu à un autre
de façon très fluide, sans doute qu'il pourrait être intéressant à terme de voir, avant cette simultanéité, en tout cas de voir les jeux susceptibles de passer d'un smartphone que je mets dans ma cardboard à un dispositif beaucoup plus fixe et beaucoup plus performant, beaucoup plus spectaculaire. Je dirais qu'également le catalogue, mais ça c'est une question qui relève également de l'industrie du jeu globalement, que le catalogue se doit d'être consistant, c'est-à-dire travailler sur la narration, les nouvelles formes de narration, et aller d'ailleurs chercher là où on est très fort en narration en France, dans le cinéma notamment, et les producteurs de contenu font pas l'économie de cette collaboration. Alors le rendu hyper réaliste, c'est quelque chose, c'est un objectif dans le multimédia qui a toujours existé, qui cohabite avec des objectifs un peu plus originaux et cartoonesques. En tout cas, le rendu hyper réaliste peut être très important pour un certain nombre d'applications, et notamment des applications professionnelles. Et certains pays accordent une importance considérable à l'hyper-réalisme dans le domaine du serious game. Je me suis laissé dire que la Chine était de ces pays-là qui ont besoin vraiment de cet hyper-réalisme pour imposer ces technologies dans le domaine professionnel. Alors évidemment, les performances d'affichage et de calcul sont aussi importantes. Autant vous dire que il est difficile pour le commun des mortels de changer d'ordinateur simplement pour acquérir un casque. Voilà. Donc il y a des technologies qui sont travaillées comme celle de Tobii, qui consiste à travailler sur le rendu fovéal, c'est-à-dire qui va en fait présenter le contenu en face du regard, enfin là où regarde le joueur ou celui qui visionne, et flouter le reste, en tout cas ne pas faire calculer l'image là où le joueur ne regarde pas. Cinquième enjeu, le mode spectateur, il est fondamental. C'est une force d'engagement en fait, le mode spectateur. Je crois que j'y reviens. Évidemment, le mode multijoueur aussi. Je ferai simplement remarquer que quand, dans le domaine du jeu vidéo, les consoles de jeux ont standardisé, et les développeurs de jeux et éditeurs ont standardisé le mode multijoueur, jamais les plateformes et les jeux n'ont eu autant de succès. Donc c'est un élément qui est important. Il est important pour les salles d'attraction, il est important pour le futur de la VR ou le futur de l'e-sport. Voilà. Le futur de l'e-sport, c'est la VR. Le futur de la VR, c'est l'e-sport, vous l'avez compris. Au niveau technologique, le champ de vision, alors il faut encore évidemment qu'il progresse. Starvision a travaillé sur cet aspect, enfin comme bien d'autres d'ailleurs, mais il l'a fait progresser. Les formes d'interaction homme-machine, le tracking, l'accessoirisation sont des éléments qui sont tout aussi primordiaux pour l'expérience. On a constaté avec étonnement, en tout cas pour ma part, que les gants Spectre, qui étaient initialement prévus dans le secteur de la musique, rencontraient un succès indéniable pour la VR, et un certain nombre d'applications qui utilisent cette forme d'interaction-là. Alors c'est à la fois une contrainte pour l'adoption du grand public, mais c'est à la fois une forme en fait d'immersion, d'engagement des utilisateurs assez intéressante pour ne pas la négliger. Évidemment le réseau, alors je reviens sur le réseau parce que c'est un petit peu, on va dire, l'ADN de l'IDAT, et si j'avais pas mis une slide sur la 5G, je pense que je me serais fait gronder en rentrant. Alors le confort aussi, évidemment, et les conforts de casque, c'est-à-dire que même si le temps de jeu est relativement réduit, on peut supporter les casques aisément pour des parties courtes, il se peut, quand on a l'habitude, quand le contenu est plus immersif, plus intéressant, plus long, qu'on garde le casque assez longtemps, et il est primordial que ce casque-là puisse être confortable, et je me suis laissé dire que ce n'était pas le cas de tous les casques. Évidemment, le cord cutting, alors c'est un concept que j'ai emprunté à l'audiovisuel aux États-Unis, puisque les foyers sont abonnés au câble aux États-Unis, et en fait, ils coupent les abonnements pour passer sur du streaming, etc. En fait, dans la VR ou dans la MR, ça va être un petit peu le même problème. Il va falloir
couper le câble. Alors c'est déjà fait pour partie, mais on a le sentiment à l'IDAT que c'est un élément extrêmement important pour que la VR puisse se déployer au domicile. Et puis mieux se déployer ensuite dans les salles, les salles d'attraction. Et puis évidemment des éléments économiques. Alors les prix accessibles. Alors c'est difficile de dire ce que c'est qu'un prix accessible. Un casque ça coûte encore beaucoup d'argent. J'ai une conviction personnelle qui me fait dire que voilà, il faudrait passer sous les 200 €, même aux alentours de 150 € à très court terme pour, à mon avis, encourager les utilisateurs à acquérir massivement, donc marché de masse, les casques. Un petit mot sur la place du spectateur. Voilà, théoriquement, un bon mode spectateur a pour objectif d'élargir l'audience. Ça veut dire que c'est aussi, enfin c'est pas aussi amusant, disons que ça reste amusant de regarder quelqu'un jouer, ça le stimule et puis ça va l'engager au moment où il mettra le casque à son tour. Et puis après tout, regarder les autres jouer, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Alors ça heurte un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Eh bien si, en fait, c'est assez spectaculaire et aujourd'hui c'est même très populaire puisqu'on remplit des stades. Et dernièrement, les finales de League of Legends à Bercy ont rassemblé 20 000 personnes. Le stade olympique de Séoul a rassemblé en 2014 40 000 jeunes qui sont venus assister à la finale de ce jeu. On regarde maintenant principalement sur le web, on se déplace, c'est un spectacle. Donc évidemment, pour que les applications de VR rencontrent l'adhésion du public, il faut intégrer ce mode spectateur-là. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fondamental d'intégrer également le multijoueur. Vous l'avez compris, et toutes les expériences qu'on peut voir ici montrent que c'est intéressant d'utiliser la VR à plusieurs. Alors un petit rappel, que ce soit la Wii ou même les précédentes consoles, le bouton Share de la PlayStation 4 ou le bouton Share de Stadia, tout ça vise en fait à voilà, rassembler les gens autour de la pratique du jeu vidéo. Voilà, e-sport et VR, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est une proximité naturelle. L'immersion en fait du joueur e-sport, harnaché éventuellement sur un tapis Omni, crée en fait automatiquement des conditions spectaculaires, intéressantes à la fois pour le spectateur, d'autant plus si le spectateur a lui-même un casque de VR et peut se retrouver à l'intérieur du jeu et observer les pratiques des compétiteurs. Voilà, il s'impose progressivement comme une discipline très populaire. L'audience dépasse sans doute maintenant les 400 millions de personnes. Et je vais un petit peu accélérer. Donc voilà, on voit que c'est un angle très important, le multijoueur et les modes spectateurs. Il va enclencher des choses, à mon avis, et il enclenche déjà des choses assez déterminantes. La 5G, alors évidemment c'est une question de résolution et de bande passante. Avec la 5G, il va y avoir des débits 8 à 14 fois plus importants qu'avec la 4G. Donc on va pouvoir embarquer avec une bande passante plus importante, des images mieux texturées, plus lourdes, et puis avec des temps de latence qui vont passer de 10 millisecondes à 1 milliseconde. Alors ça va rester à tester, mais évidemment ça va encourager évidemment à l'utilisation de la 5G comme technologie qui va suppléer la fibre éventuellement, qui va la remplacer dans certaines circonstances ou dans certaines zones, ou qui va la compléter. Il y a des technologies qui permettent d'utiliser, qui pourraient permettre d'utiliser la 5G en complément simultané avec le réseau fibré. Et puis le cloud gaming en VR, évidemment, le cloud gaming, on entend pas mal parler en ce moment, le jeu streamé, parce que Stadia a lancé son offre le 19, que visiblement, techniquement, c'est assez bluffant. Sous certaines conditions, je tiens à le dire, et de toute évidence, la 5G pourrait permettre cet accompagnement de la VR vers des applications, des jeux ou des applications qui soient streamées grâce à la 5G.
Pour terminer, je vous encourage à prendre des photos parce que je ne vais pas m'éterniser sur ces éléments. Pour vous dire que, alors on intègre dans ces slides l'industrie 4.0, puisque l'étude qu'on a publiée porte également sur les enjeux dans l'industrie 4.0. Donc c'est un marché qui s'élève, ou qui pourrait s'élever d'ici la fin de l'année à plus de 13 milliards d'euros, avec des perspectives de croissance je veux dire, assez intéressantes. Ce qu'on peut noter, c'est que l'Amérique du Nord représente 33% du marché global, mais que c'est l'Asie-Pacifique qui va devenir assez rapidement le marché le plus porteur pour ces technologies. Pour ce qui concerne les casques, alors on s'attend à vendre d'ici la fin de l'année dans le monde 8,5 millions de casques. Voilà, à peu près 300 000 en France, une croissance de 32% en France par rapport à l'année dernière, avec des perspectives qui nous poussent à dire qu'on dépassera les 41 millions de casques écoulés dans les foyers d'ici 2023. Une petite nuance, néanmoins, là où par exemple en France, on estime qu'on a vendu plus de 300 000 casques, dans le même temps, on a vendu 1 million de consoles de jeux. Donc, ça reste en fait un déploiement plutôt raisonnable et plutôt prudent. Et nos estimations, de la même façon, sont prudentes. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être je vais mettre la dernière salle s'il y en a qui veulent récupérer ces éléments chiffrés. J'en ai terminé donc. Je vous remercie.